Tu as sûrement déjà fait de superbes to-do list, un Notion avec plein de visuels, ou un process sur peut-être un Excel même. Tu le fais une fois, il est beau, il marche bien, et puis tu le suis plus. Et puis il disparaît, et il n'a finalement jamais servi. Tu as passé du temps à le bâtir, tu étais plein d'espoir quant au fait que tu avais enfin trouvé la méthode pour t'organiser, et puis finalement, plus rien. Et là, tu t'en veux et tu te dis, j'ai pas la discipline finalement pour suivre des process, pour suivre une organisation, je suis fait pour le chaos. Eh bien, je te dirais que non, ce n'est pas vrai, et cette vidéo va t'expliquer justement tout ça. Cette vidéo, elle me tient particulièrement à cœur parce que ça fait de nombreuses années que j'accompagne des fondateurs dans leur structuration, je les aide à s'organiser, à mettre en place des process, des systèmes, etc. Et quelque chose que je fais et qui est très important, c'est que je fais toujours attention à ce que les systèmes que je propose correspondent aux fondateurs et non l'inverse. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo, qui d'ailleurs est une vidéo comme tu le vois un peu plus fait main, pourquoi ça se passe comme ça et comment solver ça, comment enfin avoir des systèmes et une structure qu'on est capable de suivre, qui nous donne de l'énergie et qui permet de porter la croissance que l'on veut déployer. Donc dans cette vidéo, je vais simplement tout expliquer là sur ce que j'ai pu rassembler comme data et je vais te montrer comment est-ce que tu peux mettre en place une structure qui te ressemble et tu vas voir que ça va beaucoup dépendre de qui tu es et de quel est ton archétype même en tant que fondateur. Tout d'abord, quelque chose de très important, une structure, c'est pas quelque chose qui est fait pour te discipliner. Une structure, c'est fait pour te libérer, c'est fait pour te donner l'élan, la motivation et tout ce qu'il faut pour que tu puisses amener à bien tes projets, atteindre tes objectifs, etc. Donc si tu as l'impression qu'une structure est là pour te mettre dans des cases, pour te cadrer, etc., c'est peut-être juste un mode d'organisation, mais ce n'est pas une structure. Parce que j'ai vu beaucoup trop d'erreurs dans ce que les gens font quand ils mettent en place des structures pour leur entreprise. Et quelque chose que je vois beaucoup trop souvent, c'est cette impression d'avoir finalement un espèce de cimetière avec plein de choses qu'on a mises en place et qu'on n'est jamais capable de suivre. Ça peut être par exemple un Notion que personne ne va ouvrir. On a passé des heures et des heures à le faire joli, on a mis des fonds d'écran, on a mis des covers, on a mis tout ce qu'on veut, mais personne n'y va. Et donc on paye l'outil pour rien, on a perdu du temps à le déployer, on était plein d'espoir, ça n'a servi à rien. On a aussi ces fameux meetings que tout le monde subit, on va en réunion parce qu'on sait que c'est important, on est dans la réunion, on se demande ce qu'on fait là, on s'ennuie, on n'a pas hâte de la prochaine, et ça devient un espèce de cercle vicieux dans lequel on n'a jamais envie de se rencontrer, et ça devient juste des moments pénibles qui font perdre du temps à tout le monde et de l'argent à ceux qui rémunèrent ceux qui sont là dans votre meeting. Ensuite, on a ces fameux SOP, donc ces documents dans lesquels on va écrire étape 1, 2, 3, 4, tu fais ci et ça dans ce sens-là. Personne ne les suit, ça va peut-être durer 2-3 semaines, et après on préfère faire à sa sauce parce que ça va plus vite, parce que c'est mieux, parce que ça me correspondait pas, parce que plein de raisons qu'on voit beaucoup trop souvent. Un autre qu'on connaît très bien, un outil qu'on achète, plein d'espoir, plein d'envie. Il est beau, il est design, ça va nous simplifier la vie et finalement on l'utilise jamais. Argent perdu encore une fois, plus potentiellement l'école de closing, plus potentiellement les temps d'implémentation, enfin j'en passe. Et le dernier qui est caché ici, qui est la routine, qui est complètement morte au bout d'un mois. Encore une fois, on se dit, cette fois c'est la bonne, je vais faire ça à tel moment de la journée, et puis on fera ça, et puis ceci, et puis cela, et en fait on n'y arrive jamais, et on se retrouve à encore une fois avoir mis de l'effort dans le fait de déployer des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne nous correspondent pas, et ce qu'on se dit, eh bien, c'est que finalement, moi je suis pas fait pour les systèmes, je suis juste fait pour le chaos, pour avancer dans le bazar, et tant pis si je galère, tant pis si ça me fait perdre du temps, tant pis si c'est douloureux, tant pis si je m'engueule parfois même avec mes prestataires parce qu'on ne s'est pas compris. Je suis fait comme ça, j'y arrive pas autrement. Et moi c'est là que ce sujet me touche particulièrement parce que je l'ai vécu pendant longtemps, de devoir subir des structures, de devoir subir des modes d'organisation. Et en fait, si tu as ce sentiment-là, le problème n'est pas que tu n'arrives pas à suivre des systèmes, des structures de l'organisation, le problème c'est que tu n'as pas trouvé quelque chose qui te correspondait, et encore pire que ça, le problème, c'est que tu fais tourner l'operating system de quelqu'un d'autre. On voit partout des recommandations sur comment s'organiser, quelle est la meilleure to-do list, comment être hyper productif, comment être hyper performant. Le nouvel outil à la mode, celui-ci va tout changer. Mais en fait, peut-être qu'il changera la vie de quelqu'un, mais pas forcément de toi. Et c'est là que je veux remettre le focus dans cette vidéo, et c'est pour ça qu'elle va être importante. Et c'est pour ça qu'il va falloir maintenant se poser et se dire, ok, qui je suis moi ? Quelle structure me convient, de quoi j'ai besoin moi et de quoi mon entreprise a besoin à moi pour grandir, pour croître, pour nous dynamiser et nous énergiser. Parce qu'encore une fois, quand tu as une entreprise,
La structure de ton entreprise, c'est vraiment son système nerveux, c'est vraiment son rythme premier, c'est vraiment sa manière de décider, c'est vraiment sa manière d'être productif. Et c'est quelque chose que tu dois vraiment bâtir avec conscience. Je t'ai mis ici un schéma très simple qui montre juste que pour la même structure, on peut avoir un fondateur numéro 1 qui va être porté, donc qui va lui donner de l'énergie, ça va épouser sa nature, et on peut avoir à côté le fondateur B qui aura exactement la même structure, mais lui qui va se retrouver complètement vidé par celle-ci, parce qu'elle ne lui correspond pas du tout. Et il y a cette phrase-là qui est hyper importante, dont tout le monde doit se rappeler, c'est qu'une structure, ce n'est pas de l'infrastructure, c'est ton identité à toi rendue opérationnelle. C'est se calquer sur qui tu es et rendre ça réel, rendre ça opérationnel, rendre ça productif, rendre ça avec des capacités de livrables, rendre ça avec une dimension d'excellence lorsqu'il s'agit par exemple de porter la performance de tes équipes. C'est ça une structure. Donc comment est-ce qu'on arrive justement à cette structure qui va nous permettre de nous porter, de nous énergiser? Eh bien on va d'abord se poser et se demander qu'est-ce que j'ai moi actuellement? Est-ce que la structure que j'ai mise en place, elle me coûte ou elle me donne? Et il y a quelque chose qui est assez symptomatique des fondateurs qui ont une structure qui les enferme, c'est que le matin, quand ils vont travailler, ils trouvent ça douloureux, en fait, d'ouvrir leur ordinateur, d'aller sur Asana, d'aller sur Monday, d'aller sur ClickUp. Ils trouvent ça douloureux de répondre aux messages sur Slack. Ils trouvent ça douloureux de commencer les calls avec leurs équipes. C'est ces segments-là qui te donnent des signaux pour te dire si déjà ta structure te convient ou non. S'il y a des documents que tu n'aimes jamais ouvrir, s'il y a des outils, des fichiers pour qui c'est compliqué pour toi d'aller par exemple lire la data, eh bien c'est que tu as une structure qui te vide. Et au contraire, si quand tu te connectes, tu vois que ta structure te donne envie, donc tu es content d'avancer, tout est limpide pour toi, ça va vite, tu sais où répondre, tu ne te sens pas sous l'eau, tu ne te sens pas sursollicité, les datas sont limpides, tu pilotes très bien avec les datas, c'est que tu as une structure qui te porte, c'est que tu as une structure qui te permet de t'élancer. Et c'est surtout que tu as une structure pour laquelle tu n'as plus besoin de te forcer pour avancer. Donc tu as pu comprendre qu'il n'y avait pas de bonne structure, mais qu'il y avait la tienne. Dans les fondateurs que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup et j'en rencontre toujours beaucoup, il y a toujours des archétypes qui reviennent, des typologies de fondateurs. Je les ai segmentés en 4 ici, et on va pouvoir les explorer ensemble, et peut-être que tu vas te dire, ok, moi je suis plus à tendance magnétique, à tendance machine, à tendance architecte, à tendance créateur, et tu vas pouvoir ensuite comprendre, eh bien de quoi potentiellement tu as besoin ou non en termes de structure interne. Je te montre tout de suite. Tout d'abord ici, on a le fondateur magnétique. C'est quelqu'un qui va fédérer beaucoup par la présence. C'est quelqu'un que les équipes adorent suivre autant pour ce qu'il incarne que pour ce qu'il fait au quotidien. Ça va vraiment être quelqu'un qui est très fort dans le fait d'exposer de la vision, de fédérer les équipes, d'être présent, de donner de la force. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'ailleurs de contact avec les équipes. C'est pas un profil tant solitaire, c'est quelqu'un encore une fois qui se nourrit beaucoup des échanges et des autres. Et à l'inverse, ce qui va le vider, ça va être des journées où il est complètement isolé, où il ne peut pas échanger, où il est juste derrière son ordinateur, sans pouvoir vraiment converser, sans être stimulé. C'est tout ce qui va être aussi des process très froids, sans humain vraiment derrière. Toutes ces choses-là, ça va vraiment le vider et ça va lui enlever sa zone de génie et son pouvoir qui est justement de transmettre et d'avoir cet aspect visionnaire. Et donc de manière assez logique, eh bien quelle structure va correspondre à ce fondateur-là? Eh bien ça va être des rituels qui sont collectifs, des méthodes de management où on remet beaucoup le sens au centre de tout, on met beaucoup la culture d'entreprise en avant, et on a une forte présence globale du fondateur. Sur le côté opérationnel, donc vraiment l'exécution des choses, cette personne pourra avoir un bras droit opérationnel, un COO, appelle-le comme tu veux, qui va pouvoir tenir la rigueur et faire en sorte que les livrables s'accumulent et qu'on gagne en productivité. Il y a par contre un piège pour ce type de fondateur, c'est que la boîte tient beaucoup par toi. Si tu t'absentes, les choses ralentissent. Si tu n'es pas là pour driver, tu risques de sentir un petit peu de lenteur. Et donc tu as beau avoir toutes ces compétences de charisme et de vision, eh bien sans un bon système, tu vas avoir des choses qui vont pas mal ralentir. Donc en fait ça te dit clairement que ce qu'il faut que tu fasses pour performer, si tu es du profil magnétique, c'est avoir des équipes qui acceptent aussi le social, qui acceptent d'échanger beaucoup avec toi, avoir des équipes qui vont être portées aussi par ce genre de choses. Ça c'est très important de recruter des gens qui sont compatibles avec nous. Ne va pas recruter des loups solitaires si tu es profil magnétique à 80 à 90%. Et ce qu'il va falloir que tu fasses, et ce qui va être très important pour toi, c'est que tu es quelqu'un de très bon en opérationnel pour pallier à ce petit piège-là du fait que la boîte tienne beaucoup sur toi. Il va falloir que tu aies des systèmes qui soient hyper performants, qui tournent pas mal en automatique pour éviter les ralentissements si jamais tu t'absentes, si jamais l'énergie n'est pas au top, etc. par rapport à toi. Et c'est bien d'être conscient d'à quel point d'ailleurs une boîte tient sur son fondateur ou non. Si tu ressens que dès que tu arrêtes un petit peu de donner de la vision et de la motivation, les choses baissent en qualité, en performance et en productivité, c'est que tu dois avoir des systèmes
pour pallier à ça. Et ça, ton bras droit opérationnel, encore une fois, sera la personne parfaite pour t'accompagner dans tout ça. Par contre, ce bras droit opérationnel doit être ultra carré sur tout ça et doit te compléter sur les aspects que toi, tu n'as pas. Par exemple, si tu es plutôt quelqu'un qui vogue beaucoup dans le chaos, qui n'est pas très organisé, etc., ton bras droit opérationnel doit un peu cacher ces défauts que tu peux avoir et mettre en place une super organisation très carrée pour évincer le fait que toi, tu n'es pas ce côté-là et que les équipes ne le voient pas. Parce que des équipes se doivent d'être organisées, c'est obligatoire, et peuvent difficilement évoluer dans un environnement qui porte trop de chaos. Donc ça va être important que la personne en opérationnel cache un petit peu cet élément auprès des autres. On va ensuite aller voir la machine. Ça, c'est un profil que je vois beaucoup dans les milieux e-commerce, dans les milieux du digital. Ça va vraiment être un fondateur qui va être un acharné du travail, qui va vraiment prôner ce qu'on appelle le hustle. Donc on y va à fond, on est all-in, on donne absolument tout et on ne s'arrête pas. J'ai pour habitude de dire qu'ils travaillent quand les autres dorment. Et ils sont de naturel très intenses. Et l'intensité est le rythme naturel de ces fondateurs-là. Et d'ailleurs, quand ils sont intenses, ce n'est pas un sacrifice qu'ils vont faire, c'est pas un effort qu'ils vont faire, c'est naturel chez eux que d'être dans l'intensité. C'est là que tout arrive, c'est là que les idées naissent, c'est là que les projets se déploient, c'est dans cette intensité. Ce qui va nourrir ces fondateurs, eh bien, ça va être des gens qui sont comme ça. Ça va être des gens qui sont capables d'exécuter, qui acceptent une cadence très soutenue. Et si tu es ce type de fondateur, tu as beaucoup besoin de produire et de voir les choses avancer. Tu as besoin de voir une progression hyper rapide. Donc d'ailleurs, un petit conseil, c'est que tu vas sûrement avoir besoin de segmenter toutes les tâches de tes to-do list de manière hyper précise pour justement nourrir ce sentiment d'aller vite. Ce qui va te vider, à contrario, eh bien, tu t'en doutes, ça va être l'attente, la lenteur, les blocages, les réunions sans décision et le repos prolongé. Tu vas avoir du mal à évoluer dans des structures qui vont être un peu trop corporate, où il y a 45 personnes à solliciter avant d'avoir une réponse qui soit prise. Tu vas potentiellement aussi pas trop aimer les réunions où on se dit pas grand chose et on était juste là pour se dire bonjour. Tu as besoin que les choses avancent et tu as besoin de voir que les choses avancent et tu seras très drivé par le fait de voir des tâches qui sont marquées comme complétées les unes après les autres. Et en termes de structure dont tu auras besoin, eh bien toi tu vas avoir besoin d'une structure dans laquelle la décision et l'action arrivent très vite. Donc tu vas avoir besoin de personnes qui portent des schémas décisionnaires hyper rapides, qui portent des responsabilités de décision hyper rapides. Et d'ailleurs la prise de décision ça doit être quelque chose qui fait partie de ta structure. Si tu dois optimiser des choses, il faut que tu le fasses régulièrement. Si tu dois adapter des datas à des stratégies, il faut que tu le fasses régulièrement. Par exemple, si tu dois mettre en place des KPI de performance, je te recommande de mettre en place des KPI qui soient vraiment sur du livrable, sur de la productivité, sur ce qu'on appelle le fait de shipper des choses. Ça va être aussi une structure dans laquelle tu vas pas forcément aimer avoir des présentations de 50 pages avec des super designs. Tu veux plutôt aller dans l'efficacité. Et encore une fois, ça peut être des organisations dans lesquelles ta structure ne demande pas des Asana, Monday, etc. hyper précis, avec des codes couleurs de partout. Ce qui prône encore une fois, c'est d'aller vite et bien. Fais attention. Par contre, ça c'est le piège mortel que je mets ici, c'est de comprendre aussi que l'intensité c'est bien, mais que des fois il faut prendre le temps de comprendre où est-ce qu'on la met ou non. Et que peut-être aussi tu risques de te retrouver dans des outils de gestion de projet qui sont pas mal en bazar parce que selon toi tu n'as pas le temps de t'organiser. Donc encore une fois, veille à avoir quelqu'un en opérationnel ou en tout cas des gens qui sont capables de mettre en place une bonne organisation et de quand même suivre les choses. Encore une fois, je vais pas vous demander de mettre des emojis, des codes de couleurs, etc. sur tous vos outils puisque le visuel n'est pas important pour vous, mais par contre gardez cette phase d'organisation. Et cette intensité-là est géniale, mais on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir la même sur le même rythme que soi. Donc si tu es ce type de fondateur, sois conscient aussi du fait que des fois, les gens puissent avoir besoin de repos et accepte-le. Fais en sorte que ta machine puisse continuer à produire un maximum, mais ne rentre pas dans une équipe où tu vas bien causer des burn-out. Et pour te donner des conseils supplémentaires sur comment gérer ta structure, en termes d'équipe, ce que tu peux tout à fait faire, c'est faire en sorte que si tu as des managers et des exécutants, c'est très bien, mais que tes managers exécutent aussi. Pour moi, dans un environnement comme ça, tout le monde doit exécuter, tout le monde doit mettre la main à la pâte, et je pense qu'une grosse force que vous pouvez avoir si vous êtes encore une fois dans une structure comme celle-ci, c'est d'avoir des gens qui vont un petit peu toujours toucher à tout. C'est de pas trop compartimenter et que les rôles et responsabilités soient définis, oui, mais donner toujours un peu d'espace à l'expérimentation, à aller pouvoir aider les autres et à pouvoir des fois sauter de département en département juste pour des coups de main, juste pour des extras, etc. D'ailleurs, les extras, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans des systèmes comme le vôtre, tant que, on est d'accord encore une fois, les rôles et responsabilités de base soient clairs. Mais ce sont vraiment des structures dans lesquelles ça va être important que tout le monde mette les mains dedans, quoi. Ensuite, on va pouvoir aller voir l'architecte. L'architecte, c'est vraiment si tu es ce fondateur qui pense en système.
Ton but à toi, vraiment, c'est de pas tout porter, mais c'est de construire quelque chose qui va tourner sans toi. Tout ce que tu fais au quotidien, c'est pour te libérer de cet opérationnel, c'est pour te libérer de ces tâches, c'est pour faire en sorte que ce système fonctionne sans toi, et c'est pour que tu puisses toi aller t'amuser à aller travailler sur ce qui représente vraiment ta valeur de fondateur, sur ce qui te drive, sur ce qui t'inspire, etc. Je suis personnellement tout à fait dans le schéma de l'architecte. Tout ce que je fais au quotidien, je le fais parce que j'adore le faire. Et dès que je maîtrise une compétence, dès que j'ai maîtrisé un segment ou quelque chose dans mon entreprise, je fais en sorte de le déléguer, de l'automatiser pour que ça puisse continuer à se dérouler sans moi et que je puisse moi continuer à m'élever, à découvrir de nouvelles choses, à mettre en place de nouvelles idées, à générer de nouvelles stratégies, etc. Et c'est ça qui me porte personnellement, c'est d'avoir un rouage parfait. Tout soit limpide, je me connecte, je comprends exactement toutes les méthodes, tous les process, tous les SOP, toute la structure. C'est ordonné, c'est clair, c'est bien délégué et tout est propre. Et ça, c'est ça qui nourrit ce type de fondateur. Donc si tu es comme ça, tu seras nourri par justement la conception de systèmes, la mise en place de frameworks, la mise en place d'organigrammes, tous ces fichiers qui rapportent de la clarté. C'est quelque chose qui te soulage parce que tu sais qu'une fois qu'ils sont là et qu'ils sont bien communiqués, les choses peuvent rouler sans toi. A contrario, ce qui va te vider, ça va être des organisations qui sont trop chaotiques, des organisations dans lesquelles on va beaucoup improviser, où il va y avoir beaucoup de last minute, où finalement l'urgence c'est la base. Ça c'est quelque chose qui va beaucoup te drainer parce que toi, tu as besoin de clarté, tu as besoin que ce soit limpide et de découler. Et tu vois à quel point d'ailleurs c'est différent du profil machine. J'ai un client que j'aime beaucoup qui est à 100% côté machine, avec qui je ne pourrais pas travailler parce qu'il nous faudrait une structure complètement différente. Eux vont vite et par exemple ils vont tester des choses et ensuite les tourner en process. Moi, je vais d'abord apporter de la clarté, ensuite le déléguer et après optimiser. Et d'ailleurs, au bout du compte, l'un n'est pas forcément plus performant que l'autre. Ce sont juste des méthodes de gestion différentes. Et donc la structure parfaite pour ce type de profil, ça va être typiquement un outil de gestion de projet comme Asana, Monday, Notion, dans lequel on va avoir des to-do list très clairs, on va pouvoir avoir beaucoup d'automatisation qui fait que quand je complète cette tâche, eh bien elle est automatiquement assignée à un autre. On va avoir des SOP que tout le monde va suivre. Donc par exemple, pour lancer une publicité, eh bien on va juste suivre les étapes et tranquillement pouvoir découler tout le plan. On va également pouvoir avoir de super beaux dashboards avec la performance par personne, par équipe, par canal. Tout est vraiment limpide et quelque chose qui est important pour les architectes, c'est d'avoir des documents qui soient assez visuels, avec des codes couleurs, avec des automatisations, avec tous ces petits éléments qui font que lorsqu'on se connecte aux documents, eh bien on a l'impression que les choses sont rangé, ordonné, clair, et il n'y a plus qu'à. Et le il n'y a plus qu'à, il est très important pour l'architecte, c'est que tout a été tellement bien déployé qu'il n'y a plus qu'à avancer, il n'y a plus qu'à exécuter. Et ce sont des structures pour lesquelles si tu mets l'effort de bien gérer l'ordre, l'organisation, la clarté, etc., eh bien tu peux tout à fait sortir de l'opérationnel et les choses continueront à tourner. Par contre, le piège mortel, c'est de surproduire, c'est de surprocessiser. Ça, c'est un point sur lequel il faut toujours se remettre en question. C'est de se demander si là, je suis en train de mettre en place un nouveau process parce que j'ai envie d'être surorganisée ou parce que ce sera vraiment utile. Et de faire attention à ne pas compliquer les choses. Donc, si tu es un architecte, vérifie bien tous les documents et les process que tu as et demande-toi s'ils sont vraiment utiles ou si tu l'as fait juste par kiff d'organisation, puisque souvent les profils architectes aiment bien organiser les choses. Et un autre piège également, c'est de documenter avant d'avoir prouvé quoi que ce soit. Documenter c'est bien, mais documenter un petit peu, puis faire, puis finir la documentation, c'est beaucoup mieux. Et ça c'est le piège dans lequel tu peux tomber si tu es architecte. Et enfin, on va aller vers le créateur. Et donc là, c'est vraiment le créateur qui incarne son produit, sa marque. Tout ce qui a été bâti dans l'entreprise part du fondateur. S'il a créé une marque e-commerce, ça part d'un besoin profond qu'il avait par rapport à tel ou tel produit. Si c'est un infopreneur, il bâtit tout sur une douleur très personnelle et très sincère. S'il a une agence, il a vraiment un sens très fort dans le fait qu'il ait choisi de faire cette agence. Il n'a pas fait une agence parce qu'il voulait générer du cash, il l'a fait parce qu'il aime sincèrement ce qu'il produit et son service. Et si tu es ce type de fondateur, ce qui te nourrit, ça va vraiment être de pouvoir créer sur ton produit, de continuer à façonner tout ce que tu es en train de faire, de continuer à travailler sur l'identité de la marque, sur le branding, sur tout ce qui a trait justement à ton projet. Ce produit que tu fais, tu y tiens fort, il sort de tes mains, et pour que tu sois nourri, il faut que tu puisses continuer à travailler dessus. Et ce qui va te vider, si tu es dans ce cas-là, c'est la gestion de tout ce qui sort de ce côté créatif. Donc l'administratif, l'opérationnel, toutes ces choses qui vont drainer ta créativité et t'éloigner de l'amour que tu as pour ton projet. Si tu es ce type de fondateur, il te faut une structure dans laquelle il faut absolument protéger ton temps de création. Si on te retire ça, tu vas perdre en énergie, tu vas perdre en étincelles et tu risques de voir les choses s'éteindre petit à petit. Donc mets en place quelque chose dans lequel tu as tout le temps qu'il te faut pour créer, pour travailler sur ton produit et prends une équipe opérationnelle qui va gérer toutes ces parties administratives, toutes ces parties de productivité, de livrables, de technique. En fait, il faut voir les choses comme ça. Toi, tu as ta vision au milieu, c'est ton noyau, c'est ta créativité.
Et autour, tu as le rempart de la structure pour protéger ça. C'est comme ça que tu dois penser ton organisation. Et le piège mortel pour toi, c'est que tu es aussi le goulot créatif. Et tu peux empêcher les choses de sortir si tu ne les as pas validées, définies, exploitées avant. Et donc ce que je te recommande pour pallier à ça, c'est d'avoir aussi quelques personnes qui puissent appuyer ce côté créatif chez toi en interne, pour que tout ne dépende pas de toi et que si jamais tu te retrouves dans une configuration où tu as moins d'énergie, eh bien les choses puissent continuer à tourner. Également, la créativité doit, je pense, faire partie de l'équipe au quotidien, pas forcément pour l'équipe opérationnelle, mais pour tous les autres, tu dois être nourri de tout ça. Donc prends des gens créatifs sur le côté marketing, sur le côté branding, etc. pour t'accompagner dans ces schémas-là. Et donc ça, ce sont les 4 archétypes que j'ai pu rencontrer. Il y a bien évidemment des nuances à tout ça, mais c'est, je pense, un bon premier pas vers la définition d'une typologie de fondateur. À savoir que tu n'es pas qu'un seul archétype. Tu auras en général une tendance dominante, puis quelque chose d'un peu plus secondaire. Et c'est le dosage de tout ça qui va te permettre de définir une vraie structure. Je suis par exemple une architecte à un pourcentage assez élevé, mais j'ai un bon côté machine également. Et ça me permet de voir de quoi j'ai besoin, de qui j'ai besoin en interne pour évoluer. Donc c'est bien beau tout ça, mais maintenant, comment est-ce que je trouve mon archétype? Eh bien, je vous propose des étapes pour vraiment trouver cet archétype et savoir ce qui te correspond à toi. Tout d'abord, il y a ce que j'appelle l'audit de vérité. C'est un audit qu'on va pouvoir faire sur 7 jours, dans lequel je vais t'inviter vraiment à être honnête envers toi-même. Activité par activité, tu vas devoir noter ce qui te rend vivant et ce qui te vide. Pas en général, mais sur des choses concrètes. Quand tu ouvres ce document, comment tu te sens? Quand tu parles à cette personne, comment tu te sens? Quand tu sors de ce rendez-vous, comment tu te sens? Sois vraiment observateur de comment est-ce que tu te comportes au quotidien et ce qui t'a drivé, ce qui t'a vraiment énergisé, de ce qui t'aura ennuyé ou drainé. Par exemple, le point d'équipe du lundi, est-ce que tu t'es senti vivant après ce point d'équipe? Mettre à jour le ClickUp, comment est-ce que tu t'es senti? Le call de closing que tu as fait pour ton nouveau client, comment est-ce que tu t'es senti? Le reporting mensuel que tu as dû remplir, comment tu t'es senti? Le reporting mensuel que tu as dû lire, comment tu t'es senti? Vraiment observe tout ça. Et fais-le de manière honnête et fais attention à un piège, c'est de ne pas noter les choses en fonction de ce que tu aimerais qu'elles soient. Par exemple, le call du lundi, dans lequel il y a toutes mes équipes, j'aimerais que ça m'énergise, mais ce n'est pas le cas. Parce que je pourrais avoir un idéal qui traîne quelque part, qui me dirait que moi, en tant que fondatrice, eh bien, j'adore l'école du lundi matin et j'ai envie de les aimer. Sauf que c'est pas le cas, et c'est important d'être honnête envers ça. Ensuite, définis ton mode de décision. Est-ce que chacun prend des décisions dans son coin? Est-ce qu'on délibère tous ensemble? Est-ce qu'on se forcerait pas à prendre des décisions tous les lundis, tous les vendredis, tous les mercredis? Est-ce qu'on laisse les choses couler? Réfléchis vraiment à comment est-ce que tu dois trancher au quotidien. Est-ce que tu donnes beaucoup de liberté aux autres? Est-ce que tu veux absolument garder un contrôle sur les choses? Si tu veux garder un contrôle sur les choses, est-ce que tu veux le faire par peur ou est-ce que tu veux le faire parce que tu veux pouvoir continuer à maîtriser certaines datas? Réfléchis bien à la partie prise de décision. Moi, pour information, je force les prises de décision plusieurs fois par semaine. Le lundi, je m'oblige à prendre des décisions sur tel ou tel point. Le mercredi et le vendredi, c'est pareil. C'est quelque chose qui me convient et c'est à toi de réfléchir à ça également. Ensuite, identifie ta zone de génie. Cherche, fouille en toi et réfléchis ce qui fait que toi, tu es indispensable, où est ton impact, et réfléchis à quelle structure tu vas pouvoir construire pour protéger ça. Ça va être hyper important de dire, ok, moi Sophia, ma zone de génie, elle est dans l'échange avec les autres, elle est dans la capacité à déceler quelque chose, elle est dans la prise de décision globale. Ça va être important que tu sois au courant de quelle est ta zone de génie, et de voir comment tout ce que tu vas mettre en place est fait pour la protéger. Par exemple, il y a un fondateur que j'accompagne, qui est très fort dans le fait de trouver des solutions sur des problèmes hyper complexes. On va lui donner un tableau avec énormément de données et il va réussir en un coup d'œil à aller spotter où est le problème. Ça, c'est sa plus grande zone de génie parce qu'il est dans un business où il y a beaucoup de data et que souvent il permet de régler des choses que personne n'avait déjà vues. Et ça, il faut le protéger. Ça veut dire qu'on va mettre en place des réunions dans lesquelles on va le solliciter beaucoup pour ce genre de choses. Ça veut dire aussi qu'on va jamais lui envoyer des rapports trop globaux parce que lui, il a besoin d'énormément de data en face de lui pour aller regarder les choses. A contrario, je connais un autre client qui lui ne fonctionne qu'avec des grosses valeurs, des gros bullet points. Si on lui met en face un Excel avec 46 cellules et 46 formules, il va être complètement perdu, il va pas réussir à prendre des décisions. Et ça va beaucoup le drainer parce que son focus ne va pas l'être où il faut. Lui, il a besoin d'un PDF tous les lundis avec 3 valeurs, 3 KPI principales. En se basant sur ces 3 KPI principales, il sait exactement où aller appuyer et il va aller fouiller avec les équipes. Donc réfléchis aussi à quel format, tu vois, par rapport à ta zone de génie à toi, te donne
le plus de pouvoir et le plus de performance. Et ensuite, il y a un point que je fais beaucoup quand j'ai des semaines que je trouve formidables. On a amélioré notre rentabilité, l'énergie était au top, la collaboration s'est trop bien passée. Et bien cette semaine-là, je vais passer en revue un petit peu tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que cette semaine a été trop chouette. Est-ce que c'est parce qu'on a eu plus le temps juste de travailler en focus et qu'on a eu moins de meetings? Est-ce que c'est parce que j'ai travaillé avec telle et telle typologie de clients? Du coup, qui étaient ces clients? Est-ce que c'est parce que j'ai été du matin? Est-ce que c'est parce que j'ai fait des longues journées? Est-ce que c'est parce que j'ai pu aller dehors faire du sport? Est-ce que c'est parce que mes équipes ont pu se reposer? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui a fait que cette semaine-là, les choses ont été incroyables? Et c'est un peu le même système que l'on fait quand on veut mettre en place des stratégies pour le Black Friday, etc. On va se caler sur ce qui a marché et on va double down. Et bien c'est exactement ce que je vous demande de faire là aussi. Et si vous prenez tous les éléments qui ont fait que les choses se sont super bien passées, vous aurez déjà des signaux intéressants sur quel type de structure vous allez pouvoir mettre en place. Il y a quelque chose ensuite que j'appelle le test de capacité réelle, qui fait un petit peu écho au premier point, mais qui est très important. Si tu rêves d'une organisation avec un ClickUp, avec 200 automatisations, parce que pour toi c'est un fantasme que d'avoir ce genre d'outil, c'est très bien. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te convient? Est-ce que c'est vraiment quelque chose pour lequel ton cerveau a la capacité de se brancher? Et j'ai une expérience personnelle à t'évoquer là-dessus. Quand j'ai commencé il y a 7 ans à monter mon agence, on était parti sur un système où on a voulu devenir une méga agence. On a recruté, 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 on s'est retrouvé à, je sais plus, 60 personnes en l'espace de quelques mois. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait beau être le fantasme que j'avais toujours eu en tête, et bien que c'était pas du tout finalement ce qui me plaisait et ce qui me drivait au quotidien. Et donc, j'ai absolument tout cut, et j'ai passé d'ailleurs des jours très difficiles à me séparer des 3 quarts de mes équipes, mais juste pour revenir dans un système avec une petite équipe dans laquelle je connais tout le monde, peut-être moins de clients, mais que je peux choyer, etc., etc. Et ça va être important aussi pour toi que tu te dises quel est mon fantasme versus ce que je veux vraiment. Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui a envie d'une entreprise à 150 personnes alors que je suis plutôt solitaire et que j'aime pas trop communiquer? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui a envie d'un asana hyper complexe avec des automatisations de partout alors qu'en fait j'adore juste piloter sur du Google Doc et du Notion? Mettez quand même des outils de gestion de projet s'il vous plaît, mais c'est une caricature. Encore une fois, tout le travail que je te demande là, ça va être de jauger avec honnêteté qui tu es et ce vers quoi tu peux vraiment avancer pour remplir tes objectifs en termes de structure. Et enfin, très important, le contrepoids. On a vu les archétypes qui sont souvent assez extrêmes, et souvent je pense qu'en tant que fondateur, on a tendance à aller dans l'extrême puisque tout le projet et toute la complexité de ce qu'on vit au quotidien nous font devenir presque des fois la caricature de nous-mêmes. Donc c'est important, dans notre intensité et que dans notre côté extrême, nous ayons des personnes pour contrebalancer tout ça. Si moi je suis visionnaire, qui vit dans le chaos, artiste, etc., je vais avoir besoin de quelqu'un qui soit carré à côté de moi pour modérer et tempérer tout ça. Si je suis un fondateur qui est plutôt un loup solitaire, qui n'est pas très sociable, etc., je vais peut-être avoir besoin de quelqu'un d'un peu sur le côté social pour la partie management, pour la partie gestion équipe. Alors attention à prendre quelqu'un qui va respecter votre discrétion, mais avoir quand même quelqu'un qui puisse faire ce contrepoids sur le social. Donc prends en compte qui tu es, regarde ce qu'il te manque en termes de polarité, et fais en sorte d'avoir des équipes qui vont contrebalancer tout ça et qui vont remplir les vides que toi tu n'es pas, et d'ailleurs tu n'as pas à remplir. Et donc je te propose maintenant une checklist qui va te permettre de te préparer au déploiement de ta structure. Et donc assure-toi d'avoir fait tout ça. Assure-toi d'avoir noté activité par activité ce qui te rendait vivant et ce qui te vidait. Assure-toi de connaître ton archétype dominant. Je te mets un lien sous cette vidéo avec le quiz qui va te permettre d'évaluer quel est ton archétype. Il y a une série de questions que tu vas pouvoir remplir et tu vas tout simplement pouvoir voir ça. Vérifie également que chaque rituel et process que tu mets en place passe le test de est-ce qu'il me donne de l'énergie ou est-ce qu'il me draine. Assure-toi d'avoir été honnête sur la discipline et l'organisation que tu as vraiment et pas celle dont tu rêves. Vraiment prends celle qui te correspond. Assure-toi que ta zone des génies dans la structure que tu vas mettre en place sera protégée par la structure et jamais diluée via cette structure. Et identifie ton contrepoids. Trouve les profils qui compensent les pièges mortels que je t'ai mis juste au-dessus. Et enfin, rappelle-toi que souvent, tes meilleures structures, elles partent de quelque chose qui existe. Rappelle-toi les moments où ça s'est le mieux passé, essaye de répliquer ça, et tu auras déjà de bons outils sur comment mettre en place ceci. Alors concrètement, tout ça, ça ressemble à quoi? On a beaucoup théorisé, etc., mais maintenant, ça va être important pour moi de t'expliquer comment tu peux le mettre en place. Donc on se rappelle qu'on part du fondement où on prend ce qui nous porte et on va fuir ce qui nous vide. Donc là je vais te montrer concrètement, selon ton archétype, ce qu'il faut que tu gardes, ce qu'il faut que tu skips, ce qu'il faut que tu priorises, ce qu'il faut que tu fuis, etc. On va regarder ça pour le recrutement, on va regarder ça pour les outils, pour les documents et les rituels au global. Encore une fois, tout ça est très théorique, mais c'est au moins pour te donner des exemples de ce que je veux dire quand je parle de structure, quand je parle d'organisation, etc. On est parti. Si tu es donc sur le profil magnétique, je te recommande en termes de recrutement de prendre un bras droit qui va structurer pendant que
toi tu fédères. Tu vas être très occupé à partager de la vision et ça va être important d'avoir quelqu'un qui cadre tout ça derrière toi. Évite surtout les profils qui demandent beaucoup de micromanagement et beaucoup de temps de formation et qui vont te drainer sur des choses qui ne représentent pas ta valeur. Fais attention à celui-là. Évite les profils un peu trop scolaires, ceux qui ont besoin de beaucoup de validation aussi. Ceux-ci, ils vont te drainer. Tu as besoin de gens indépendants qui vont absorber ta vision et faire. Dans les outils du quotidien, tu peux privilégier des outils où l'humain circule. Donc Slack, Loom, Visio, tout ce qui va te permettre d'avoir beaucoup de contact avec les gens finalement. Et tu vas d'ailleurs plutôt fuir les outils qui sont un peu trop complexes avec beaucoup trop d'automatisation ou alors les emails de je ne sais combien de lignes. Pour la partie documentation, je te recommande d'avoir des organigrammes ou des documents assez visuels qui soient clairs et qui soient alimentés par des looms sur comment ils fonctionnent, pourquoi ceci, pourquoi cela. Encore une fois, tu as besoin de communiquer et tu as besoin, je pense, aussi beaucoup de nuances dans la manière dont les choses te sont transmises. Donc prends ça. Et évite justement les SOP de 20 pages que personne ne va lire. Au niveau des réunions, tu seras drivé par des weekly, donc des calls hebdomadaires, qui vont créer du sens. Ces appels-là ne doivent pas être seulement informatifs. Ça va être important qu'on repasse un moment pour expliquer pourquoi on fait ça et vers où on va. Et donc tu l'auras compris, dans les choses à fuir pour toi, c'est de tout passer en asynchrone. Puisque si tu disparais, l'énergie tombe, autant pour toi que pour tes équipes. Et au niveau du rythme global de la boîte, je te recommande quelque chose sur lequel tu puisses aller voir les gens, dans la vraie vie, ou en tout cas mettre en place des visios qui créent de l'interaction, avoir des temps forts vraiment collectifs. Et à éviter des semaines entières en solo qui t'éteignent sans aucun contact avec qui que ce soit. Ça va vraiment être une entreprise sur une base assez sociale que tu vas devoir construire ici. Et la culture d'entreprise et l'humain vraiment restent au cœur de tout. Maintenant, si tu es plutôt profil machine, là en termes de recrutement, il va te falloir des exécutants hyper rapides et un N+2 qui va documenter derrière toi. Exécutant rapide pour produire un max, t'adores les livrables, donc tu prends des exécutants. Et le numéro 2 va être également très fort en exécution et va aussi être en capacité de documenter tout ce qui se passe. Parce que tout va tellement vite avec toi que tu as tendance à t'éparpiller et à mettre des documents un petit peu partout. Donc cette personne-là va devoir les réintégrer dans quelque chose d'un peu plus organisé et que les équipes pourront suivre. Dans les profils à éviter, c'est ceux qui ont besoin d'être cadrés en permanence, ceux qui sont trop corporate, ceux qui ne vont pas au-delà de leur fiche de poste. Tous ces éléments-là vont t'insupporter. Donc fais attention lors de tes recrutements au profil que tu sélectionnes en te basant là-dessus. D'ailleurs, des CV qui peuvent être intéressants pour toi, ça peut être des CV avec des personnes qui ont fait pas mal de choses différentes, mais beaucoup de projets dans lesquels ils ont dû beaucoup exécuter. Ou alors des personnes qui ont bossé dans des milieux un peu start-up ou des environnements qui sont pas encore très stables et qui y sont restés un petit peu, qui ont fait leurs preuves, parce que ça montre que ce sont des personnes qui savent s'adapter et qui vont vite et qui sont ok si parfois c'est un petit peu chaotique ou alors si on me demande des choses qui tombent sous de l'extra, etc. Dans les outils que tu vas vouloir utiliser, je te recommande quelque chose de très simple. Éviter les outils trop complexes avec trop de fonctionnalités. Vraiment aller dans le visuel et donc juste des to-do qui te sont notés sur lesquels il est très facile de voir où vont les choses et quelle est la progression. Quand tu vas mettre en place des KPI, mets-les bien par rapport à des livrables visibles, des choses que tu vas pouvoir constater. Parce que pour toi, ça va être important que tu puisses avoir des preuves qui te montrent ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été livré. Donc il faut que tes équipes soient calibrées à la performance de livrable. Et dans la partie outils, ce que tu vas pouvoir fuir, ça va être toute cette partie où il y a un peu trop de validation à devoir mettre en place, des phases d'approbation, etc. Essaye de court-circuiter ça et d'aller vraiment dans le rapide. Dans les documents, tu vas apprécier des checklists, des SOP qui soient assez courts. Tu veux vraiment une recette rapide, tu veux pas la thèse. En termes de visuel, à mon avis, ce ne sera pas trop grave si c'est pas extrêmement beau. Tu veux de l'efficacité, de la simplicité, de la rapidité. Donc dans les documents à fuir, tu peux faire en sorte que ce ne soit pas du tout nécessaire de faire des slides de 70 pages avec des designs de fou, puisque toi encore une fois, tu veux juste du livrable et de la productivité. Lorsque tu fais des réunions avec tes équipes, tu vas apprécier les meetings qui sont courts, où on va prendre des décisions, où on va vraiment aller vite dans ce qui a été évoqué. On va pas forcément prendre une demi-heure pour papoter et se demander comment on va aller au cœur du sujet, voir s'il y a des bloqueurs, essayer de les résoudre et on a fini. Donc évite les meetings juste informatifs où on va juste partager une information qu'on aurait pu voir sur l'outil de gestion de projet, ou alors tout ce qui est juste de on fait le point, on sait pas vraiment ce qu'on va se dire. Si tu as un meeting que tu dois mettre en place avec des équipes ou des prestataires, il faut que ce soit clair pour vous de pourquoi on se rencontre et ce qu'on attend comme action de fin d'appel. Et enfin pour le rythme, tu l'auras compris, des sprints très intenses avec un relais pour l'équipe quand même, on pense à eux. Et dans les choses à fuir, en tout cas à éviter, c'est d'imposer ton rythme 24/24 parce que toi ça reste ta boîte donc c'est ok que tu aies cette intensité là, mais pense aux autres pour qui ce n'est qu'un job et qui peuvent oui donner de l'intensité mais pas forcément au même rythme.
rythme que toi. Ensuite, si tu es architecte, eh bien, en termes de recrutement, tu vas avoir besoin de gens qui ont un fort ownership, des gens autonomes, des gens indépendants, à qui tu vas pouvoir déléguer des systèmes entiers et qui vont faire. Ce sont vraiment des personnes sur qui tu peux compter en termes d'exécution. Et tu vas absolument vouloir fuir les profils que tu vas devoir micromanager. Ça va casser tout ton modèle de qui tourne sans toi. Tu as besoin de gens matures qui savent faire les choses et pour lesquels tu n'as pas besoin d'aller vérifier 40 000 fois. Moi j'aime beaucoup par exemple les profils entrepreneurs qui ont déjà monté des projets. J'aime beaucoup aussi les profils qui ont de grosses expériences dans l'organisation, dans le project management, dans l'événementiel même peut-être, parce que ça montre que ce sont des gens qui ont dû gérer des projets et qui ont dû piloter tout ça. Je vais être un peu moins friande des profils qui viennent de milieux trop corporate parce que pour moi ce sont des structures qui sont très lisses, très lentes, où il y a beaucoup de phases d'approbation et des systèmes de management qui, je trouve, sont à revoir. Donc je vais pouvoir éviter ce type de profil si je les vois passer sur des CV. En termes d'outils, un simple Notion, ClickUp, Asana, etc. bien pensé, avec des dashboards et de l'asynchrone. Et ce qu'on va éviter, c'est de sur-outiller. On l'a vu, c'est un peu le piège quand on est architecte, à vouloir trop en faire. On se retrouve des fois avec une multitude d'outils qu'on n'exploite pas, ou alors on va aller vouloir pousser un outil un peu trop loin alors qu'on aurait pu faire les choses de manière un peu plus simple. En termes de documents, on va aller sur le classique d'organigramme, SOP, RACI, Excel. Tout ce qui est écrit et structuré fonctionne. Les looms un peu moins, puisqu'on n'est plus sur du système visuel, sur du tableau, sur de la data, ce genre de choses-là. Et ce qu'il va falloir absolument éviter, ça va être de documenter des process qui ne sont pas encore prouvés. On est encore dans la surdocumentation, ça c'est vraiment le piège pour les architectes. Pour les réunions, il faut aussi qu'elles soient hyper cadrées, donc quel est l'ordre du jour, quelles sont les décisions qu'on a prises, quelle est la to-do qui sort de ce call. On fait beaucoup d'asynchrone d'ailleurs, on évite les calls inutiles, et d'ailleurs, dans ce qui est absolument à fuir, c'est les réunions improvisées et chaotiques. Ça c'est quelque chose qui va énormément nous drainer. Et en termes de rythme, on est plutôt sur une cadence assez classique et prévisible, avec des trimestres, des objectifs, etc. Quelque chose d'assez calme finalement, en tout cas qui soit dans le prédictible, pour permettre à tout ce système de se mettre en place tranquillement. Bien sûr dans la puissance et dans la performance, mais en évitant les notions d'urgence. Et donc là, ce qu'on va vouloir éviter pour ce type de profil, ça va être de devoir tout réorganiser tous les 15 jours, parce que ce sera un gros bloqueur hyper épuisant. Et ensuite, on a le créateur, le créatif. En termes de recrutement, ça va être quelqu'un qui va avoir besoin d'un intégrateur, un CEO, quelqu'un qui va prendre tout le reste pour vraiment laisser un maximum de place au fondateur et à la partie vision produit, l'incarnation du produit. On va fuir le fait de recruter ces autres créatifs avant d'avoir l'opérationnel. L'opérationnel est la première personne à avoir en interne avant les autres. Les créatifs viendront après. C'est le piège que j'ai beaucoup trop vu. On a tendance à vouloir recruter des profils créatifs comme nous, mais il faut d'abord que l'ordre existe avant de repluguer du créatif. Ensuite, sur la partie outils, ça va être géré par l'équipe et le but étant d'avoir pour le fondateur des blocs de créativité et des blocs d'expansion de cette partie créative qui soient présents dans son calendrier. À fuir absolument de t'imposer un stack complexe que tu sais que tu tiendras pas. N'essaye pas de te pluguer sur des systèmes complexes, ce n'est pas fait pour toi. Ou en tout cas, sois vraiment conscient de ce pourquoi tu peux vraiment t'engager ou non. Pour la partie documentation, on va mettre en place des moodboards, des prototypes, des looms de vision. Ça va être très visuel, ça va être très livrable, ça va être très mock-up. Et on va éviter d'ailleurs de te demander d'écrire les SOP et de remplir de longs tableaux Excel. Et globalement, les formats trop longs, trop complexes à visualiser ne vont pas trop te correspondre. En termes de réunions, évite un maximum les réunions et si tu en as, il faut qu'elles soient orientées direction et vision. La direction est très importante sur cette notion-là puisque tu dois maintenir le cap. Tu maintiens le cap, tu donnes la vision, les équipes opérationnelles prennent le relais. D'ailleurs, évite pour moi les points récurrents qui risquent d'arracher un petit peu ta créativité. La créativité, ça peut se programmer, oui, mais si on rajoute un peu trop de rendez-vous tous les lundis à 9h, ça peut tuer quelque chose en toi. Fais attention à ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que tu dois être complètement chaotique, ça veut juste dire qu'il faut que tu sois honnête avec tes équipes sur quel est le rythme sur lequel tu peux t'engager ou non. Si tu sais que avoir un appel tous les lundis à 9h du matin, ça te draine, ne le fais pas, mais par contre, il y aura besoin que tu te synchronises avec tes équipes, donc fais en sorte de réussir à t'organiser proprement avec elles. Évite de poser des réunions à 18h pour 9h le lendemain par exemple. Être créatif ne veut pas dire que les autres vont devoir subir ton chaos. Et en termes de rythme, quelque chose qui peut très bien te convenir, ça va être des sprints créatifs avec des recovery assumés. La recovery, c'est hyper intéressant quand tu vas sur l'intensité. Donc tu pars par exemple sur 3 semaines de sprint où tu vas créer, et après tu vas tomber dans une phase recovery où il va être obligatoire pour toi, pour les personnes de ton équipe, de te recharger. Et donc là, vous allez par exemple avoir obligation, alors on s'entend, d'aller au spa, de prendre du temps pour vous, de vraiment refaire des choses qui vous nourrissent. Et en fait, la recovery, pour moi, fait partie de votre rythme et ça doit être quelque chose qui est ancré dans votre culture.
je suis en phase de sprint, je suis en phase de créativité ou je suis en phase de recovery, donc je suis en phase de recharge. Parce que la créativité est une jauge qui se remplit et qui se décharge. Et donc dans ce qu'il faut que tu fuis absolument en termes de rythme, c'est d'avoir un calendrier saturé de gestion qui va tuer ta créativité. Maintenant qu'on a vu ça, il y a quand même 3 règles qui sont vraies pour tout le monde, quel que soit ton archétype, et celles-ci pour moi ce sont des non négociables, donc il faut absolument que tu les aies. Tu choisis le format que tu veux, mais il faut que tu aies ça dans ta boîte si tu veux mettre en place une bonne structure. Encore une fois, qu'importe ton archétype. Tout d'abord, un organigramme. J'ai mis presque toujours oui parce qu'il peut avoir une autre forme qu'un organigramme et tu dois avoir absolument un document qui énonce qui décide quoi, qui fait quoi dans l'entreprise et quels sont les rôles et responsabilités de chacun. C'est un non négociable, ça doit exister dans toute entreprise, sinon tu ne pourras rien piloter. Ensuite, il vous faut un seul cerveau central. Par cerveau central, j'entends un seul outil de gestion de projet, un seul outil de gestion de tâches, pas 5 outils. J'ai mis ici qu'il vaut mieux un Trello qu'un Notion abandonné parce que Trello c'est très moche, très simpliste, Notion c'est très complexe, très beau, mais je préfère avoir un Trello qui soit moche mais dans lequel on se tient qu'un Notion qui soit magnifique, qui soit complètement mis à l'abandon et que personne ne suit. Donc choisis ton outil et engagez-vous envers cet outil et choisissez-en un seulement. Et enfin, si tu as des documents qui ne sont pas consultés, eh bien tu le supprimes. Ce type de document qu'on a tous fait qui ne sert à rien, il sert juste en décoration, ce n'est pas de la structure, donc tu l'évinces et tu nettoies régulièrement ce genre de documents. Ce qui est présent dans ton entreprise doit être utilisé. Si ce n'est pas le cas, il ne doit pas exister. Maintenant, on pose souvent une question de est-ce que je fais ça en visuel ou est-ce que je fais en écrit? Ça dépend de ton archétype. Le créatif va beaucoup penser en images, le stratège en tableau. Donc réfléchis à qui tu es et regarde ce qui te correspond le mieux en termes de lisibilité et de compréhension. Et pour te donner une dernière histoire, j'accompagne des fondateurs qui ont fait des chiffres faramineux en e-com après avoir passé 10 jours en bootcamp, tous les uns avec les autres, dans une villa à Marrakech. Et un de ces 2 fondateurs est clairement sur le magnétique et ils se nourrissent beaucoup de l'humain. Et quand ils sont ensemble, ils font des choses formidables. Et donc ce qu'ils ont décidé de mettre en place dans leur structure, c'est de faire en sorte de se réunir assez souvent en physique parce qu'ils savent à quel point c'est puissant pour eux. Ils sont complètement en télétravail sinon, mais grâce à cette étude-là, ils ont été en capacité de se dire « Ok, en fait, c'est là que je maximise les résultats. » Et depuis qu'ils font ça, eh bien, je peux t'assurer que je n'ai jamais vu de boîte générer autant de chiffre d'affaires, avec finalement aussi peu d'efforts apparents, et avec un alignement tel que les choses vont juste vite, bien, et qu'elles sont simples et faciles. Et c'est d'ailleurs tout ce que je fais avec mes équipes au quotidien. On les accompagne vraiment vers la mise en place d'une structure qui leur ressemble, qui leur porte, et qui leur permette vraiment d'atteindre des objectifs incroyables, avec un maximum de simplicité et de cohésion envers qui ils sont. Donc pour rappel, tu as le quiz des archétypes en description ici, n'hésite pas à aller le consulter, et n'hésite pas à commencer à construire ta structure autour de ça. Et pour information, dans ce quiz, tu retrouveras aussi des suggestions de quel type d'outils tu dois utiliser, quel type de recrutement tu dois faire, quel type de recrutement tu dois éviter. Ça te donnera plein de suggestions hyper concrètes sur ce que tu dois déployer en interne.